Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le Club de la Presse, votre rendez-vous du début de soirée du dimanche sur RTI 1, chaîne des grands débats et des analyses sans détour. Chaque semaine, nous passons au crible l'actualité nationale, régionale et internationale avec les voix les plus avisées du paysage médiatique ivoirien. Aujourd'hui, nous passons en revue deux sujets de fond, deux préoccupations majeures qui suscitent interrogations, indignation et parfois même tension. D'abord, le rôle des réseaux sociaux dans nos sociétés modernes. Ils ont bousculé nos habitudes, amplifié la parole citoyenne, mais aussi ouvert la porte à des dérives préoccupantes, désinformation, cyberharcèlement, violation de la vie privée. Doit-on considérer ces espaces comme des zones de non-droit où commence la liberté d'expression, où s'arrête la responsabilité? Ensuite, nous irons du côté du Ghana, notre voisin de l'Est, où les conflits intercommunautaires ressurgissent sporadiquement, poussant certaines populations à fuir. Dans ce contexte, la Côte d'Ivoire, fidèle à sa tradition d'accueil, continue d'ouvrir ses portes. Mais cette hospitalité est-elle tenable à long terme? Quel impact sur le tissu social, l'économie et la sécurité? Pour en débattre, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau tout d'abord Bledson Mathieu, secrétaire général de rédaction au groupe Fraternité Matin. Bledson Mathieu, bonsoir. Bonsoir, Amen. Bienvenue sur ce plateau. Oh, merci beaucoup. Très belle cravate. On a ensuite Michel Betta, directeur général du quotidien Le Bélier. Michel Betta, bonsoir. Bonsoir, Amen. Bienvenue sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Je dirais autant pour la cravate, mais je ne peux pas faire des compliments les mêmes à tout le monde. Sinclaver Oula, lui, est journaliste, éditorialiste à Le Panafricain. Sinclaver Oula, bonsoir. Bonsoir. Je voudrais profiter de l'occasion pour saluer mes parents de Gouégui Zagna, c'est dans la commune de Bangolo, qui ont procédé à l'investiture du bureau exécutif de la mutuelle ce samedi. D'accord, ils ont bien entendu le message, c'est sûr. Et Lansine Bakayoko, journaliste et chef du service économie à la rédaction de RTI 1. Lansine Bakayoko, bonsoir. Bonsoir, Ahmed. Bienvenue chez vous. Merci. J'ai envie de dire. Alors voilà, les présentations sont faites, le décor est planté. Reste plus qu'à marquer cette courte pause qui nous plonge effectivement dans le débat. On commence avec cette question sensible. Les réseaux sociaux sont-ils devenus des espaces incontrôlés, voire incontrôlables? Des plateformes où chacun peut dire tout sur tout, sans limite ni retenue. Ces questions, pour le moins, méritent d'être posées, puisqu'en Côte d'Ivoire, de plus en plus de mesures sont prises par le gouvernement ivoirien pour encadrer la vie sur la toile, en particulier sur les réseaux sociaux. Le ton durcit selon l'infraction jusqu'à déboucher sur des sanctions allant jusqu'à la peine privative de liberté. Infractions, sanctions et corrections autour des frasques sur les réseaux sociaux. On en parle juste après cet élément de Davy Soyo. En cette période électorale, les cyberactivistes ont pignon sur rue. Une génération connectée sans peur ni crainte expose et défend des causes et des idées. Certains proches du pouvoir et de l'opposition inondent la toile avec des messages en faisant la propagande de leurs leaders. Diffamation, injures et informations non fondées sont le lot quotidien de ces militants 3.0. Autant de dérives qui suscitent l'indignation des populations et des autorités. Dans la nuit du mardi 1er au 2 septembre 2025, le jeune cyberactiviste Ibrahim Ziggy, proche du PPACI, aurait disparu. Domicile saccagé, porte enfoncée, effets personnels emportés, certains évoquent un kidnapping par des personnes non identifiées et d'autres une arrestation. Dans une vidéo diffusée sur sa page officielle, Ziggy aurait lancé un appel voilé assimilé à une désobéissance civile autour du 10 septembre, date de la proclamation de la liste définitive des candidats par le Conseil constitutionnel. La jeune dame qualifiée de féticheuse du net aurait également été arrêtée. Elle avait accusé à tort une citoyenne et a récidivé en accusant l'Église catholique d'héberger Guillaume Soro. Les deux présumés coupables sont présentement au pôle pénitentiaire d'Abidjan, selon des sources concordantes. Le PPACI condamne et réclame la libération de son poulain et une plainte contre IS a même été déposée par la famille et les avocats du parti pour enlèvement et séquestration. Pour l'heure, aucune déclaration officielle des autorités ni du procureur de la République sur cette affaire n'a eu lieu. Dérive, interprétation, arrestation ou kidnapping, voilà le champ lexical qui secoue l'actualité ivoirienne cette semaine.
Retour sur le plateau du Club de la Presse. On a pu le voir, messieurs, cette information donnée par Davis Oyo qui nous parle des dérives sur les réseaux sociaux. On a 2 cas qui sont les derniers, celui de Ziggy et puis également la féticheuse du net, si j'ai bien entendu. Alors, que vous inspirent ces 2 situations qui, apparemment, ont laissé sortir des informations qui pourraient être, pourquoi pas, une menace pour la cohésion sociale? Est-ce que c'est votre avis, Michel Betta? Bon, disons qu'avant d'en revenir à leurs actions, disons à leurs propos tenus sur le net, moi j'aimerais d'abord venir sur la question centrale. Est-ce que c'est un lieu de non-droit? Dites-nous. Non, en fait, ce n'est pas un lieu de non-droit puisqu'il y a des lois, notamment la loi, si j'ai bonne mémoire, la loi 2013, la loi 2013, numéro 2013 du 415 qui encadre les actions sur l'activité sur les réseaux sociaux. Donc à cela, il a été ajouté encore en 2023 une autre loi pour renforcer la lutte contre la cybercriminalité. Donc c'est des espaces qui sont contrôlés aussi bien de façon pénale, de façon civile et de façon à protection des données personnelles et autres. Ça c'est au plan national, mais au plan sous-régional, au niveau de l'UA, il y a la déclaration de Malabo qui en a fait aussi une préoccupation et déterminer certains principes d'action sur ces réseaux sociaux-là. Donc, pour vous dire que ce n'est pas un espace de non-droit. Mais la question essentielle qu'on peut se poser, c'est entre l'action humaine et technique d'application de ces lois-là qui sont là le problème. Parce qu'aujourd'hui, on a cité deux acteurs. Moi, j'ai suivi un peu les propos de ces acteurs, notamment Ziggy, oui, quand on prétend être proche du PPAC. J'ai entendu ces propos et je me suis demandé à quel moment l'accusation est venue. Dans les propos que moi j'ai écoutés, parce que quand on entend ces propos, je ne vois nulle part un appel à la désobéissance, un appel à l'insurrection. Mais bon, c'est le procureur qui doit appliquer la loi. Il a certainement ses raisons si la loi est appliquée. Mais ce que je veux dire, c'est le contrôle entre l'action humaine et l'action technique qui est menée sur les réseaux sociaux, qui est souvent sujet à interprétation. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se pose la question, moi personnellement, je me pose la question, qu'est-ce qui a entraîné l'arrestation du jeune Ziggy? Qu'est-ce qui a pu entraîner son arrestation? Si ce sont ses propos, vraiment, je n'en vois pas. Je n'en vois pas ce qui peut être cause d'arrestation. Et puis, à côté de cela, il y a tout cet emballement-là qu'on assiste lorsqu'il s'agit des réseaux sociaux. Parce que ça va tellement vite, c'est viral, et d'autres personnes agissent sur ces toiles-là, pensant qu'elles sont protégées. Mais moi, je le dis souvent, c'est à mon corps défendant, cette manière que le procureur a de très vite réagir donne l'impression que vraiment il est trop proche, il est un peu trop proche de l'action, alors que c'est une action qui se déroule très loin. Quand je dis très proche, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'est vrai, il faut condamner, c'est vrai, il faut peut-être mettre les gens il faut sanctionner, mais il faut faire plus de correction que de punition. Quand je dis correction, je dis, en fait, il faut interpeller, plus sensibiliser, essayer plus ou moins de dialoguer avec ces personnes-là qui sont fréquentes sur les réseaux sociaux, que de vouloir forcément à tout bout de champ les sanctionner. Moi, je dis, dans notre mentalité africaine, la prison, c'est quelque chose de déplorable. C'est quelque chose qui n'est pas accepté. Donc, quand on commence à la banaliser, quand il dit banaliser, parce que plusieurs personnes vont en prison aujourd'hui pour des faits pour lesquels même ils se répandent sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres qui disent, je m'excuse, mais on le jette en prison. Moi, je pense qu'il faut privilégier le suicide pour qu'on ne s'attaque qu'aux récidivistes, à ceux qui n'entendent pas raison quand on les interpelle. Et là, ça donnait moins l'impression que les réseaux sociaux, ou du moins le procureur s'est érigé en sanctionneur, en censeur sur les réseaux sociaux, plutôt que de vouloir privilégier, la liberté d'expression, parce que les réseaux sociaux, il ne faut pas se le voiler, c'est un espace où les alertes sont données souvent pour aider les autorités sur certains sujets, notamment lorsque quelqu'un est porté disparu, lorsqu'on a des situations dramatiques dans certains endroits, les réseaux sociaux servent à alerter et les actions sont menées assez rapidement. Donc, il faut éviter, autant que faire se peut, de mettre le bâton en premier quand il s'agit des réseaux sociaux. Moi, c'est mon point de vue. D'accord.
Benson Mathieu, est-ce que vous partagez son avis quand il dit qu'il faut sensibiliser plutôt que de passer à la correction des acteurs de ce qu'on leur reproche de faire sur les réseaux sociaux? Oui, je suis vraiment d'accord, parfaitement d'accord avec lui, sauf que ce n'est pas la tâche qu'on doit attribuer au procureur. Je sais qu'il y a une campagne de sensibilisation qui a été très longue d'ailleurs, qui a été lancée par le ministre de la Communication sur l'utilisation des réseaux sociaux, sur ce qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas partager des informations dont on n'a pas la preuve de l'existence. Mais en tout cas, une très bonne campagne a été lancée par le ministre Amadou Coulibaly. Ça, c'est son travail à lui. Bon, maintenant, le procureur, il poursuit. Est-ce qu'on doit sanctionner automatiquement? Est-ce qu'on doit tenir compte du fait que ce n'est pas un récidiviste? Ça, c'est le juge. Voilà. Mais le procureur, dans un premier temps, quand il pense qu'il y a à la matière une faute, il poursuit. Il n'y a pas que Ziggy qui a été poursuivi. Il y a la dame, cette fameuse féticheuse, qui a porté aussi des accusations très graves. Le problème, les gens ont un portable en main, ils sont seuls, il ouvre le portable, il a l'impression que c'est un miroir. À partir du moment où tu fais une vidéo pour mettre sur les réseaux sociaux, considère que tu es sur la place publique. Ce que tu ne peux pas dire sur la place publique, il ne faut pas le dire dans ton portable et le mettre sur les réseaux sociaux. Tu as écouté les propos de Ziggy? Oui, il y a quand même, comment on appelle ça, cet appel à ce que chacun soit, de par sa position dans un maquis, que la personne soit prête à sortir au soir du 10 septembre. C'est ce qu'il a dit? Oui. Ah, c'est qu'on n'a pas écouté. Non, tu n'as pas écouté la même vidéo. Non, il en fait certainement, on n'a pas écouté. Voilà, tu n'as pas écouté la même vidéo, c'est pour ça que... Moi, je n'ai pas vu dans ses propos quelque chose qui pourrait amener... Justement, non, si tu n'as pas écouté cette vidéo-là, mais ce n'est pas non plus quelqu'un qui était méga star. Souvent, certaines personnes, peut-être même mieux me le laisser dans leur anonymat, c'est pas... bon. Il va devenir méga star parce qu'on va l'arrêter. Et puis, en tout cas, son combat va être porté par le PPACI, en tout cas, Madame PPACI, et qui va essayer de montrer que on est dans un contexte assez dangereux, parce que pour mener un combat, il faut que le combat soit difficile. L'enfant, on a brisé sa porte, on a vidé sa maison, c'est des encagoulés, on les a attrapés, on le cherche, on ne le trouve pas, on est parti à la DST, n'est pas là-bas, bon, on s'en va là-bas quand on le trouve. Bon, c'est pas très... le meilleur endroit à aller, c'était pas là-bas. Vous voyez, mais bon, ça va devenir un peu... c'est aussi la faute des réseaux sociaux. On aime tout ce qui est fait divers, tout ce qui est affairage. Et bon, au finish, il y a un enfant qui paye. Voilà. Donc vraiment, il faut que les gens comprennent... c'est vrai que le procureur, souvent, doit être un peu gentil, mais c'est son travail. Il est payé pour ne pas être gentil. Hein. C'est pas de la gentillesse, on lui demande... Mais non, ce n'est pas un imam, ce n'est pas un prêtre. Hein. Il y a des métiers à part. Soit il est prêtre, soit il est imam, soit il est pasteur. À ce moment-là, c'est quelqu'un dont le rôle consiste à prier, à pardonner, à expliquer. Mais si tu es procureur, bon, c'est pour arrêter les gens. Ce n'est pas pour venir expliquer la loi. Il n'est même pas enseignant d'université. Sinclair Verola, oui. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de l'attitude des influenceurs, comme on les appelle, ou des personnes qui réagissent sur les réseaux sociaux aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est un espace public ou privé, ou quelle attitude ces personnes-là doivent tenir? Non, bon, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que l'ensemble des règles qui sont applicables dans la vie réelle le sont aussi, en ce qui concerne les réseaux sociaux. Donc il ne faut pas se méprendre. Seulement que ici, c'est le virtuel et ceux qui s'expriment sont entre leurs quatre murs. Donc, ils se disent qu'ils peuvent faire des choses et puis ça va passer inaperçu. Mais dès l'instant où ce qu'ils font a une répercussion sur la société, sur les citoyens, automatiquement, ils tombent sous le coup de la loi. Et ces lois-là existent, comme l'a dit tout à l'heure Michel Betta. Moi, je suis un peu gêné concernant le cas du jeune Ziggy, la façon dont les autorités s'y ont pris. Je me dis, est-ce que c'est comme ça les autorités devaient procéder? Voyez-vous, bon, on parle des propos. Moi, je ne vais vraiment pas revenir là-dessus. Parce que jusqu'à présent, aucune autorité compétente nous a dit la raison pour laquelle Ziggy a été attaqué dans son domicile. Il a été enlevé, conduit à différents endroits jusqu'à ce que l'avocat... Parce que moi, je me fie à ce que l'avocat a dit. L'avocat, il a dit quoi?
il a dit c'est suite à des rumeurs. Il n'a pas dit c'est suite à un communiqué du procureur de la République. Il dit c'est suite à des rumeurs disant qu'il est à la Maka que je m'y suis rendu et que j'ai trouvé le jeune Ziggy. C'est ça, c'est ce que l'avocat dit. Et il dit, j'ai rencontré le jeune Ziggy, mais ce que j'ai vu n'honore pas la Côte d'Ivoire. Et le lundi, j'irai au bureau du procureur pour lui demander de libérer purement et simplement le jeune. Mais vous voyez, ça. Moi j'ai peur. J'ai peur pour la Côte d'Ivoire et j'ai peur pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. La façon dont les autorités procèdent. Qui est allé enlever Ziggy? Vous avez vu, ils ont montré tout à l'heure son domicile, sa porte cassée. Ils sont rentrés derrière Ziggy, ils l'ont enlevé. Ses parents, sa maman... Mais attends, Ziggy a un avocat. Pourquoi, quand l'opération s'est déroulée, le même jour ou les heures qui ont suivi, pourquoi est-ce que ses proches n'ont pas été informés? Pourquoi est-ce que son avocat n'a pas été informé? Le procureur de la République a dit ici, lors d'une de ses conférences de presse, que quand une action se passe comme ça, que le ministère de la Justice, le ministre de la Justice a demandé de communiquer dessus. Mais jusqu'à aujourd'hui, l'action s'est passée depuis le 2. On est aujourd'hui le 7. Mais personne n'a réagi. Ni le procureur, aucune autre personne n'a réagi. Et puis, on est là, on est assis. Attends, est-ce que vous n'êtes pas choqué, vous n'êtes pas perturbé par ce qui se passe là, dans un état de droit ou dans un état qui se dit état de droit? Vous n'êtes pas perturbé, vous n'êtes pas choqué. Ce n'est pas à Ziggy seul que ça arrive, ça peut arriver à une autre personne. Bon, aujourd'hui même, des personnes, quand elles sont dans leur maison, elles se demandent à qui le tour? Est-ce que ce n'est pas à moi le tour? Est-ce que ce que j'ai fait, c'est bon, ce n'est pas bon? Pourquoi est-ce que le jeune Ziggy a été enlevé? Vous parlez de propos. Mais personne ne dit que ce sont ces propos-là qui sont épinglés. Ziggy, il est chaque jour sur les réseaux sociaux, il se prononce. Mais qu'est-ce qui a été épinglé? On lui reproche quoi? Pourquoi le procureur de la République, jusqu'à aujourd'hui, au moment où nous sommes en train de faire cette émission-là, pourquoi il ne réagit pas alors que Ziggy se trouve à la Maka, dans une institution étatique? Il se retrouve là-bas. Vous trouvez cela normal? Mais c'est grave, c'est une grave atteinte à la liberté de chaque individu. Il faut que le procureur de la République se prononce, il faut qu'on informe l'opinion de ce qu'on reproche effectivement à Ziggy. Pourquoi il a subi un tel traitement qui a amené son avocat à dire « Ce que j'ai vu n'honore pas la Côte d'Ivoire ». Pourquoi? Moi, c'est un ensemble d'interrogations que j'aimerais avoir sur ce qui s'est passé dans le cas Ziggy. Les prochains jours nous diront si vous avez réponse à vos interrogations. Vraiment, nous attendons vraiment. On attend tous les réponses à cette question-là. Lansine Bakayoko, votre avis sur la question? D'abord, je voudrais dire que l'espace virtuel n'est pas un no man's land. Je crois que les uns et les autres l'ont dit ici. La toile est aussi régie par les mêmes règles que le physique. Donc, quelqu'un qui se met devant une caméra et qui fait des appels publics doit comprendre qu'il n'est pas seul nécessairement dans sa chambre, même si au moment de parler, il est même dans sa douche. Voilà. Maintenant, pourquoi le procureur ne communique pas? Je crois que le procureur, il est souverain. Dans une procédure judiciaire, le procureur, il est souverain, c'est lui qui décide de l'opportunité. Et je ne vois pas pourquoi on devrait demander à un procureur de la République pourquoi il ne veut pas faire une publicité autour de l'arrestation d'un individu, qu'il soit Ziggy ou pas. Je crois qu'il n'en a pas, on ne peut pas lui tenir rigueur pour cela. De toute façon, Ziggy qui a été arrêté et qui est aujourd'hui placé sous mandat de dépôt, il sait ce qu'on lui reproche parce que c'est une procédure légale. On ne peut pas placer quelqu'un sur mandat de dépôt sans lui avoir notifié ce pourquoi il a été inculpé. Donc, nécessairement, Ziggy sait et le procureur sait parce que le procureur a forcément lui a signifié ce pourquoi il le poursuit. Et ce que l'avocat a dit, il ne faut pas prendre ça pour argent comptant. Je crois que lui, c'est un commerçant, il fait son commerce, il veut créer de l'émotion.
Ça, il faut le savoir. Dire qu'il a vu Ziggy dans un état qu'on ne peut pas qualifier, bon, moi je reste très réservé sur cette accusation. Mais dans tous les cas, je crois que le procureur devrait peut-être, dans les jours à venir, expliquer ce qui a pu se passer, puisque la situation, quoi qu'on dise, quoique anecdotique, a soulevé quand même un peu d'émoi. Pour ma part, je voudrais que les cyberactivistes, en réalité les cybercriminels, comprennent que la Côte d'Ivoire est un tournant important et qu'on ne peut pas s'amuser en lançant des invectives, en insultant les autorités publiques, en rentrant dans la vie privée des uns et des autres, parce que la Côte d'Ivoire ne leur appartient pas tout seul. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens et eux n'ont pas le droit de mettre la vie des Ivoiriens en danger. Quelqu'un a voulu minimiser ce que le jeune Ziggy a dit. Moi, je ne vais pas m'attarder sur le cas de ce jeune homme, mais je crois quand même qu'il y a matière à débattre. Et si le procureur a décidé de le poursuivre, d'autant que c'est lui qui a l'opportunité de poursuivre, ça veut dire qu'il y a matière à débattre. Donc, il ne faut pas... la justice, ce n'est pas l'angélisme. Quelqu'un a parlé de... pourquoi le procureur ne sensibilise pas, mais ce n'est pas le rôle, Blaise l'a dit, ce n'est pas le rôle du procureur de la République. Et on ne peut pas reprocher à la Côte d'Ivoire de n'avoir pas sensibilisé. Sur nos antennes, dans les journaux, partout, on sensibilise. On prend même certains parmi nous pour faire des publicités, pour dire aux gens que le virtuel n'est pas un secteur de non-droit. Et on ne peut pas donc reprocher qu'on ne fait pas de publicité. En réalité, ceux qui font ces genres de sorties ont des visées purement politiciennes. Parce que tout ce qui se passe là, généralement, c'est pour des raisons politiques. Et donc, ils sont dans la lutte politique qui est permanente, qui est perpétuelle. Donc, ça ne veut pas dire... Ça veut dire que même s'ils sont sensibilisés, ils ne vont pas arrêter. D'ailleurs, même le jeune Ziggy lui-même le disait. Il disait, moi, j'ai suivi plein de ses vidéos. Bon, moi, ce jeune homme, je ne le connaissais même pas. Je ne faisais même pas attention à lui. Bon, c'est après cette arrestation que j'ai commencé à m'intéresser à ce garçon. Mais ce garçon dit des choses complètement délirantes. Donc, je crois qu'il ne faut pas aussi dédouaner les jeunes gens. Et pour moi, la justice doit être la sentinelle de notre société et doit être vigilante. On ne peut pas faire du sentimentalisme avec la justice quand les gens eux-mêmes sont assis et qui font des appels à la violence, des appels à la guerre. Non. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont assis dans un pays voisin qui sont complètement en guerre contre leur propre patrie. Est-ce qu'on doit accepter que les gens laissent passer tout ça par perte et profit? Moi, je dis non. Et il ne faut pas imputer, disons, le procureur de la République, c'est pas un éducateur spécialisé, il n'est pas un maître de jardin d'enfants pour dire qu'il va venir éduquer les gens. Non, pas du tout. Il applique la loi. Et je crois que le procureur Brahma Koné applique la loi dans toute sa rigueur. Et ça, nous l'y encourageons. Donc vous voulez que les cybercriminels, quand on les appelle, on vient leur donner des bonbons, on leur donne du chocolat, et puis ils vont à la maison. On leur dit, ne recommencez plus, hein. Et puis ils vont à la maison. Non, je crois que le ministère de la Communication, comme Blaise l'a dit, a déjà suffisamment informé, a déjà suffisamment sensibilisé. Et moi, je ne suis même pas convaincu que ces cybercriminels-là ne savent pas ce qu'ils font. Ils savent bien ce qu'ils font. Alors quand tu fais ce genre d'acte, tu dois en attendre les représailles, même si c'est des représailles d'ordre venant du procureur de la République et de la nation. Pour moi, c'est chacun qui doit aller dire à son cyberactiviste dans son parti qu'il y a des choses qu'on ne dit pas. Parce que vous ne pouvez pas venir absoudre complètement ce que ce jeune homme a dit. Moi, je ne vais pas me focaliser sur son cas, mais ce que ce gars dit sur le net, mais franchement, est-ce qu'on a besoin d'avoir un parti pris pour reconnaître que ces gens-là vont trop loin? Donc, pour moi, le procureur doit rester ferme dans sa démarche, parce que je pense même qu'il doit être plus rigoureux. Parce que les gens ont fait croire que c'est un enlèvement. C'est ça, je considère ça comme une insulte vis-à-vis du procureur de la République, vis-à-vis de la nation. Dire qu'une arrestation correspond à un enlèvement, on ne parle même pas d'interpellation, on dit que c'est un enlèvement. Écoutez, mais si c'est un enlèvement, pourquoi est-ce qu'il se retrouve du côté du pôle pénitentiaire d'Abidjan? Je crois qu'il faut qu'on sache faire le distinguo entre l'État et nos émotions et nos partis pris. Je veux dire nos partis politiques.
ou bien notre volonté de venir ou non au pouvoir. Il faut savoir respecter les institutions. Et je crois que le procureur de la République fait partie d'une institution clé de la marche de la démocratie de la nation. Et il ne faut pas que les gens croient que comme on fait de la politique, alors on est absous de poursuite. C'est une immunité pour toutes ces personnes qui font de la politique. Non, ça ne peut pas être comme ça. Et pour moi, le procureur doit continuer d'être le gardien de la société, le gardien de la sécurité des Ivoiriens, surtout et davantage dans cette période cruciale. Et on est à quelques 2 ou 3 jours de l'annonce de la liste définitive. Les gens ont promis l'apocalypse, les gens ont promis la guerre, les gens ont promis de tout détruire, les gens ont promis que la Côte d'Ivoire sera renversée. Et ça, le procureur a un rôle capital à jouer et je pense qu'il tient déjà le bon bout. Il faut qu'il persiste, il faut qu'il maintienne le rythme, il faut qu'il maintienne la pression pour éviter que la Côte d'Ivoire ne sombre dans le désordre. Michel Betta, selon vous, est-ce qu'on a suffisamment de lois en Côte d'Ivoire qui encadrent les activités sur les réseaux sociaux? Non, il faut le dire, en matière de loi, la Côte d'Ivoire s'en est armée. En matière de lutte contre la cybercriminalité, que ce soit les données personnelles, toutes ces lois-là existent. Si vous avez l'occasion, lisez. Mais sinon, ces lois-là existent. Mais pour moi, ce qui est le plus important, c'est l'application de ces lois-là quand on doit utiliser la technique, quand on doit utiliser les hommes. Il faut savoir le faire. Selon vous, comment on doit les utiliser, ces lois? Voilà un peu quelque chose de simple. On dit aujourd'hui qu'ils ont arrêté le jeune Ziggy. Mais attendez, vous et moi, quand on doit arrêter quelqu'un, si on sait où il est, on peut lui envoyer une convocation. Pourquoi utiliser cette manière brûle, cette manière forte? Ziggy était en fuite. Voilà, moi c'est pourquoi souvent quand j'écoute Bakayoko, je me dis, on a l'impression qu'on est dans une Côte d'Ivoire de deux visions différentes dans cette Côte d'Ivoire-là. Et c'est dommage. Alors que la loi doit être applicable à tous et pour tous. Je le dis pourquoi? Parce que quand on veut dire que Ziggy a été, on a vu l'état de son domicile, hein. On a vu comment c'est un peu désordonné. Oh, c'est de la manipulation. Non, si tu veux me laisser. De la manipulation. Tu m'as interpellé. Non, mais c'est toi qui manipules. C'est lui maintenant qui manipule. Parce que ce qu'il voit, même il refuse d'admettre ce qu'il voit. Il estime que ce qu'il voit, c'est pas vrai. Bon, là, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Il est aveuglé par sa position et il ne veut même plus voir la réalité. Moi, je dis, un individu ivoirien, parce que ces arrestations, c'est pas aujourd'hui on les déplore, cette manière cavalière d'arrêter certains citoyens qui ne sont même pas en fuite, parce que celui-là, il est à la maison. On lui envoie une convocation. À moins qu'il n'ait pas répondu à une convocation, on peut lui dire, il faut aller le saisir. On ne l'a même pas attrapé en flagrant délit de quelque chose. Donc, il y avait une nécessité de faire des perquisitions. Non, s'il te plaît, je finis et puis tu te prononces, parce que toi, tu connais la loi plus que même ceux qui appliquent la loi. Aujourd'hui, tu parles de perquisition. Quand tu vois un domicile comme ça, c'est une perquisition. Bref, pour dire que, en fait, la manière dont on applique ces lois-là, qu'il soit pour les cyberactivistes, qu'il soit même pour les citoyens normaux, pour les citoyens lambda, il faut qu'on y mette le mécanisme qui va avec. Parce que ça donne l'impression qu'il y a une chasse à l'homme. Et ça, c'est pas fait pour rendre le climat politique plus serein. On a interpellé Lida Kwasi, on a interpellé certaines personnalités, ils ont reçu des convocations, elles sont allées à répondre. Donc, je veux dire que c'est des schémas fréquents. Il faut qu'on les respecte et non pas utiliser ces manières qu'on voit souvent, que l'image de la Côte d'Ivoire n'est pas au relais de ces genres de pratiques-là. Parce que la justice, c'est notre affaire à tous. Nous-mêmes, nous devons travailler même à aider la justice. Mais quand la justice se comporte comme si elle n'avait qu'un camp au profit d'un autre, on a l'impression que cette justice va à 2 vitesses. Et une justice à 2 vitesses, elle aura forcément une partie de la population contre elle, et ceux qui ont intérêt vont l'applaudir. C'est ce que Bakayoko nous montre. Parce que là, moi, je dis que ce soit un citoyen lambda. Est-ce qu'on a parlé de la dame qui a été arrêtée? C'est qu'elle a été arrêtée dans des normes. Dans les règles de l'art. Voilà, dans les règles de l'art, c'est ça aussi. Non, ce sont... Non, je dis, mais s'il y avait ça, on allait le dire. Non, c'est pour dire que... Non, je finis. C'est pour dire qu'en fait, il y a des mécanismes pour arrêter toute personne. Je prends un exemple même. On parlait récemment même d'une cyberactiviste, Mabio. Ils l'ont convoquée, ils l'ont arrêtée, elle a été entendue, elle a été jetée en prison, elle est ressortie. Donc je dis, si on veut arrêter,
il faut utiliser les manières qui vont avec et non pas arrêter de cette manière-là, qui donne l'impression que quand on te soupçonne, parce que jusqu'à après du contraire, parlant de Ziki, PPACI ou bien ayant des intentions politiques, ce sont des soupçons. Ça des soupçons. Parce que rien, moi j'ai suivi toutes les vidéos de Ziki, vraiment j'ai écouté beaucoup de ces vidéos, je n'ai vu nulle part, pour ma part, où il peut être ce qui vraiment mérite, en termes d'expression, ce qui mérite d'être, ce qui mérite qu'on l'interpelle. J'ai vu aussi, il y a une certaine dénonciation, j'ai dit dénonciation de cyberactivistes qui donne l'impression qu'il y a des personnes qui veulent qu'on arrête d'autres pour leur faire plaisir. Il faut arrêter aussi ceux-là aussi qui donnent de la dénonciation calomnieuse vis-à-vis de certaines personnes. Bref, pour dire que la question de la cybercriminalité, j'ose l'appeler ainsi, mérite, quand je parle de sensibilisation, parce que les uns et les autres disent non, le ministre de la Justice, le ministre de la Communication est seul à pouvoir sensibiliser, il a déjà assez fait. Mais si tu le fais et que ça s'envenime, donc tu sais que tu ne l'as pas assez fait. C'est pourquoi je parle de poursuivre. Vous voyez, aujourd'hui, quand on a quelqu'un qui est arrêté dans le cadre d'une action sur les réseaux sociaux, quand il arrive et qu'il reconnaît sa faute et qu'il se répand, il demande même pardon, et puis on continue de le maintenir dans les liens de la justice. C'est comme si on voulait le punir plutôt que de le corriger pour qu'il redresse son tort vis-à-vis de la société. Parce que la société dans laquelle nous sommes liés. Si on doit te détruire parce que tu as posé un acte, mais demain quand tu as détruit, tu viens contre qui? Tu viens contre la société. Il y a des personnes qui ont perdu leur emploi parce qu'elles avaient dit des propos jugés des propos diffamatoires contre certaines personnes, mais ces personnes-là ont demandé pardon, on les a gardées en prison. Alors que d'autres qui sont proches du pouvoir ont demandé pardon, on les a libérés. C'est toutes ces questions-là. Quand je dis il faut sensibiliser, les gens pensent que c'est pour venir donner des bonbons. Non, pas des bonbons, mais il faut avoir la mesure quand on veut sanctionner. Parce que quand il y a la mesure, celui qui est en face est à même de comprendre. Mais quand on veut brandir le bâton à tout bout de champ, le gars se braque et on a un conflit qui n'est plus près de s'arrêter. Alors, Bledson Mathieu, est-ce que la réaction des autorités face aux frasques sur les réseaux sociaux, si on peut les qualifier ainsi, ne serait pas la justification des autorités de laisser transparaître un vide juridique ou bien laisser faire de leur part? Non, bon, Béta l'a dit, il y a assez de lois qui encadrent ces choses-là. Et puis il y a la conscience populaire. Moi, dans cette affaire, je ne suis pas du tout d'accord de demander au procureur pour chaque interpellation de faire un communiqué. Il ne s'en sortirait pas. Il ne s'en sortirait vraiment pas du tout. Là. On n'a pas idée du nombre de personnes, du nombre de personnes interpellées par jour, des dossiers gérés depuis la police jusqu'au parquet. Donc, il ne peut pas à chaque chose faire un communiqué. On ne peut pas non plus lui imposer une seule façon de dire si tu veux parler à quelqu'un, il faut le convoquer, il a les interpellations, il y a pas mal de procédures. Par contre, là où je serais un peu, je leur demanderais d'être un peu plus ouvert, ne serait-ce que par le service de communication, c'est lorsqu'une situation est présentée comme telle, c'est-à-dire le petit il est arrêté, et ceux qui sont proches de lui disent non, on a cassé sa maison, on a tout volé dans la maison, il a été enlevé. Le problème est exposé sur les réseaux sociaux. On n'a pas d'autres informations. On sait que c'est faux. C'est-à-dire, moi, personnellement, quand je les écoute, je sais que c'est faux. Mais tu n'as aucun élément pour montrer que c'est faux. Même hier, lorsque son avocat sort de la MACA, il dit « je l'ai vu, je l'ai trouvé, ça ne fait pas honneur à la Côte d'Ivoire ». Mais il ne dit pas pourquoi il est là-bas. Pour qu'un avocat puisse rentrer à la MACA et voir le client, parce que la MACA, ce n'est pas une garderie. On ne vient pas déposer quelqu'un là-bas. Tu vas avec un document. Tu arrives là avec un document, on te poursuit pour ceci. Donc l'avocat, il a eu accès à ça. Mais l'avocat intervient dans une vidéo beaucoup plus à caractère politique. Il n'était pas le premier à parler, deux personnes ont parlé avant lui. Donc l'avocat, c'est bon, il a dit c'est un commerçant d'une façon, mais... Donc le procureur est resté muet sur une affaire qui a commencé à défrayer la chronique. C'est-à-dire, on ne peut pas leur demander de faire un communiqué sur chaque dossier, mais si l'opinion se saisit ou l'opinion est alertée, il vaut mieux intervenir soit par un communiqué, soit aussi par son service de communication. Il y a bien un service de communication. Mais généralement, quand tu les contactes, c'est un peu compliqué. Tu as l'impression qu'eux-mêmes là ne sont pas au niveau d'accéder au minimum d'informations pour confirmer, infirmer. Ce n'est pas le contenu du dossier. Donc ça, c'est cet effort
de communication, ils doivent essayer de faire à leur niveau. S'il faut embaucher des gens supplémentaires, parce que les réseaux sociaux, c'est un monde à part et un monde dans lequel on vit. Ce n'est pas le monde réel avec ses procédures normales, mais c'est un monde qui pèse sur notre quotidien. C'est aussi pour ça qu'il ne faut pas laisser tout se dire là-bas, il ne faut pas laisser tout se faire là-bas. Il ne faut pas non plus que les cyberactivistes, qui deviennent de plus en plus un métier, c'est un métier, qui ont des gens qui les rémunèrent pour parler, pour porter leurs paroles, pour souvent porter leur combat. On n'a pas beaucoup évoqué le cas de la dame. Ce n'est pas que parce qu'elle a été interpellée dans des conditions un peu spéciales. Non, elle a accusé l'Église catholique d'abriter Guillaume Soro, mais mieux encore des âmes. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas été choqué. Donc l'Église catholique n'a même pas porté plainte. Elle n'a même pas porté plainte. C'est quelqu'un d'autre qu'elle a accusé qui est venu porter plainte, donc on a préféré l'arrêter. C'est pour ça qu'elle, il n'y a personne pour la défendre, il n'y a pas une structure derrière elle. Le gars de Sigui, c'est qu'il y a une formation politique qui porte son combat, mais à visage découvert, c'est pas que... qui porte son combat à visage découvert. Peut-être quand il faisait ses vidéos, on n'avait pas l'impression qu'une formation politique est derrière, mais quand on l'a arrêté... Peut-être que la formation juge que c'est injuste, cette manière de l'arrêter. Non, pour toi-même, la formation pourrait le faire aussi. Pour toi-même, si tu avais ce problème. Non, parce que tu as comparé les deux méthodes d'arrestation. C'est les mêmes, hein. Sauf que la dame, elle a attaqué l'Église catholique. Tu imagines que quelqu'un va se lever ici pour la soutenir? Donc même les politiciens les plus cherchés, personne, on t'abandonne dans cette crise. Tu as regardé dans ce pays-là jusqu'à ce que l'Église catholique t'en va attaquer. Donc tu as toutes les confessions religieuses qui sont contre toi déjà, y compris leurs fidèles, mais donc tu as l'ensemble de la population. Quoi. Voilà. Donc c'est pour ça qu'elle, à la limite, elle mérite son sort. Mais l'autre, il défend, si tu veux, des idées portées en sourdine ou ceci. Toujours est-il que après son arrestation, la première vidéo qui dit qu'elle a été, je ne sais pas si c'est la première vidéo ou quoi, mais c'est vraiment un visage découvert. C'est pas, on ne l'a pas soupçonné, non. C'est vraiment le parti dans sa représentation la plus, je dirais, la plus haute, en gros, qui a porté son combat. Dès lors qu'un parti politique porte un combat, la notion politique là imprime le reste des faits. C'est-à-dire que les faits, on va les aggraver un peu par-ci, par-là, parce que ça, c'est vraiment le domaine purement politique. Mais moi, je le répète, le procureur, il n'a pas obligation de faire un communiqué sur chaque arrestation, il ne s'en sortirait pas. Mais si l'arrestation fait l'objet de commentaires, de vidéos sur les réseaux sociaux, il faut venir rassurer les gens qu'on n'est pas allé brigander, que ce n'est pas des gens cagoulés qui sont venus faire l'enlèvement, que voici le contexte et voici les raisons. Et puis, ça tue les rumeurs, mais bon, quand ça persiste... en tout cas, nous, ça nous met mal à l'aise. Ça nous met mal à l'aise parce qu'on porte à ma connaissance des faits. Je n'ai pas d'autres éléments pour contrarier. Et quand c'est comme ça, je ne défends pas. Voilà. Oui, ce qu'il faut rappeler, moi, avant de développer mon idée tout à l'heure, j'ai dit l'ensemble des règles applicables dans la vie réelle le sont aussi également pour les réseaux sociaux. Ce qui concerne pour les réseaux sociaux, clairement. Et j'ai mis en évidence la façon dont les autorités ont procédé dans le cas Ziggy. La façon dont l'arrestation a été faite. Bon, il a été arrêté à un endroit précis qui se trouve être son domicile. Dès l'instant où son domicile est connu, mais il faut lui envoyer une convocation. Ou dans le cas contraire, il faut le faire au vu et au su de tous. Mais je reviens pour dire, moi, la justice, je ne dis pas pourquoi la justice fait son travail. Non, mais quand la justice doit faire son travail, elle aussi, elle est régie par un certain nombre de règles qui disent que pour se déployer, il faut se déployer de telle façon, Ce n'est pas à 2h, 3h ou 4h du matin qu'il faut surprendre un individu dans son sommeil, casser sa patte. Tout à l'heure, mon aîné Blesson Mathieu disait ce que les gens montraient que c'était faux. Ben, cher aîné, c'est connu, là où il a été arrêté, c'est connu. Tu peux y faire un tour, tu vas toi-même voir de tes propres yeux. Parce que tu dis que c'est pas vrai. Tu es convaincu que c'est pas vrai, mais c'est pourquoi je dis, c'est pourquoi quand tu dis tu es convaincu que ce n'est pas vrai. Or, le lieu est connu. L'endroit où il a été enlevé est connu. Il aurait tout simplement fallu que tu y fasses un tour pour te rendre compte de toi-même. Donc voilà, ceci dit. Mon doute ne porte pas sur l'image qui a été présentée. Mon doute porte sur qui a fait ces images.
Voilà, ça dit qu'on peut venir enlever la personne parfaitement et puis après on passe la maison. Et parlant de la jeune dame, tu as essayé de faire un rapprochement parce que Ziggy c'est parti politique et puis parce que l'autre ça veut dire quoi quand je l'écoute? Ça veut dire que tant que l'Église catholique ne portait pas plainte, et tant que comment dirais-je, le maire de Cocody, parce que c'est lui qui a porté plainte, pour être plus précis, ça dit tant que lui, il ne portait pas plainte, et tout ce qui est grave que la jeune dame, elle a dit que Soro Guillaume serait caché dans les locaux de l'Église catholique, et que l'Église catholique a stocké des armes et autres, ça veut dire qu'elle ne serait pas arrêtée. Ça dit qu'on qualifie la gravité de l'infraction via les réseaux sociaux en fonction des personnes physiques ou morales qui sont visées. Mais non. Ça dit on ne devait même pas attendre que quelqu'un porte plainte pour aller attraper cette dame-là, vu ce qu'elle a dit qui est grave. Donc moi je dis, comme l'a dit tout à l'heure Beta, c'est-à-dire tout le monde, nous tous, nous sommes égaux devant la loi. Et on doit subir le même traitement devant la loi. Il ne faudrait pas qu'il y ait des Ivoiriens qui subissent un traitement particulier et d'autres Ivoiriens qui subissent un autre traitement qui est toujours dénoncé. Il ne faudrait pas qu'on soit dans une société où on dénonce toujours, régulièrement, un traitement qui est administré à une catégorie d'Ivoiriens pendant qu'une autre catégorie d'Ivoiriens peut se permettre de faire des choses qui sont tolérées, qui ne sont pas réprimées. C'est de cela que moi je parle personnellement. D'accord. L'ancien Bakayoko... Il faut qu'on remarque qu'il y a eu beaucoup plus de cyberactivistes proches, en tout cas se réclamant comme tels du RHDP qui ont fait la maca, que de cyberactivistes loin du RHDP. Je voulais juste vous donner la précision. L'ancien Bakayoko, dites-nous quel est votre avis sur la question. Est-ce que les dérives qu'on rencontre ces temps-ci ne veulent pas dire qu'il y a moins de lois qui encadrent les activités sur les réseaux sociaux, qu'il faille les renforcer, ou bien qu'est-ce que cela suggère selon vous? Non, je crois que notre arsenal juridique est suffisamment riche pour pouvoir mettre hors d'état de nuire ou bien pour pouvoir gérer la question des cybercriminels. Vous savez, quelqu'un a dit pourquoi nous avons dit que ce qu'on a pu montrer dans la maison de Ziggy peut relever de la fausseté. Vous savez, dans cette affaire, il y a un autre cyberactiviste proche du PPSI qui est allé récupérer une image au Cameroun où ils étaient en train de traiter un criminel potentiel. Et il a dit que voici comment ils sont en train d'arracher des aveux à Ziggy et à la DST. Vous voyez, ça fait partie de la manipulation. Et nous avons bien regardé. Moi, j'avais déjà suivi cette vidéo il y a peut-être 1 an au Cameroun. D'ailleurs, même, il avait subi le même traitement qu'un artiste qui s'appelait Longué Longué, qui avait aussi subi les mêmes méthodes. Ouais. Mais ils ont ramené ça à la Côte d'Ivoire pour dire que voici comment ils sont en train d'arracher des aveux à Ziggy. Ça veut dire qu'on est dans un monde de manipulation. Bon, ça veut dire que les objets qui ont été dérangés dans l'habitat de Ziggy peuvent être aussi de la manipulation. Maintenant, vous êtes en train de me dire que le procureur de la République aurait pu faire des communiqués. J'en conviens. Mais je vous rappelle qu'en Côte d'Ivoire, il y a 27 000 personnes qui sont aujourd'hui détenues dans nos prisons. Donc, ça veut dire qu'on doit faire au moins 27 000 communiqués. Et ça veut dire que c'est chaque jour, chaque seconde qu'on devrait faire des communiqués. Parce que si on arrête quelqu'un, un individu, si on doit faire des communiqués, vous voyez que ce n'est même pas réaliste. Mais parce que je ne sais pas si vous êtes en train de surestimer, mais Ziggy, c'est un individu comme tout autre. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui sont arrêtées tous les jours au parquet, qui sont écrouées. Donc, on ne peut pas faire de communiqué pour chacun. Ou bien, sauf si vous me dites que Ziggy, c'est un super individu, c'est un super citoyen. Ziggy, c'est un citoyen comme tous les autres. Moi, je vous dis que je connaissais ce jeune homme, je ne l'avais jamais vu, je ne le connaissais même pas du tout. Non, c'est un citoyen comme tout autre. Maintenant, vous dites, pourquoi on l'a interpellé de cette manière? Mais écoutez, c'est le procureur qui apprécie. C'est lui qui apprécie. Si c'est une affaire de terrorisme, par exemple, vous voulez qu'on lui apporte, on donne aux policiers du caviar et du café pour aller lui apporter, bon, monsieur, buvez le café et puis vous allez nous suivre, on va aller régler un problème? Quand même. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, il y a une prison spécifique même pour les terroristes qui sont complètement coupés du monde, qui sont sur une île. Ça veut dire qu'on ne sait pas d'abord de quoi il est question
Non, mais il faut ces pas faits-là déjà... sont récurrents. C'est ça. Nous, Il ne faut notre pas problème, renverser le verre en voulant jusqu'à incriminer. aujourd'hui, Non. ces arrestations de cette méthode-là ont pris de l'ampleur depuis un certain temps vis-à-vis des personnes soupçonnées. Béta, laissez-le poursuivre, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas changer le rôle. Le procureur ne peut pas devenir l'accusé et le bourreau potentiel va devenir le procureur. Non, personne Nous ne pouvons pas l'accepter. Personne ne dit que... C'est le procureur qui est ici la victime. Le procureur représentant la société ivoirienne, c'est lui qui est la victime aujourd'hui. Et le bourreau potentiel, c'est celui qui est aujourd'hui à la MACA. Maintenant, vous voulez renverser le rôle en le présentant comme la victime et le procureur comme le bourreau. Comment vous voulez que les Ivoiriens acceptent cela? Non, je crois qu'il ne faut pas fragiliser le procureur de la République. Nous n'en avons même pas les moyens, mais il ne faut pas le fragiliser. Parce que si nous le fragilisons, ni toi ni moi ne pourrons vivre en Côte d'Ivoire. Il faut renforcer le rôle du procureur. Ce n'est pas à tête chercheuse. Ça dépend de ce pourquoi on te poursuit. Attendez, vous pensez qu'il y a des gens qui sont même dans cette même MACA qui sont enchaînés là-bas parce qu'ils sont qualifiés de personnes extrêmement dangereuses. Et même Ziggy, même qui se retrouve là-bas, je ne pense pas qu'il ait les mêmes situations en tant que prévenu aujourd'hui, les mêmes conditions de détention qu'un criminel, un braqueur qui se retrouve dans une autre cellule. Ça veut dire que tout est fragmenté, tout est spécifié. Donc il ne faut pas, et j'insiste dessus, le procureur est en train de faire son travail. Le procureur doit assurer nos sécurités, il doit surveiller le territoire et je pense qu'il est en train de faire tout le monde son travail comme la loi lui a prescrit. Comme la loi lui a prescrit, le procureur est en train de faire son travail. Et nous, ce que nous pouvons faire, c'est d'encourager le procureur à aseptiser cette société qui devient une société d'anarchie et manifestée, disons, matérialisée par la présence de ces cybercriminels qui pullulent la toile et qui empêchent, qui sont aujourd'hui des pollueurs, qui polluent aujourd'hui tout l'espace public. Dès que tu ouvres ton téléphone, c'est des invectives. Ne me dites pas qu'il faut les sensibiliser. On ne peut plus continuer la sensibilisation parce que la sensibilisation ne va pas être éternelle. À un moment donné, la loi doit s'appliquer et donc la loi est en train de s'appliquer. Cela dit, je ne suis pas en train de dire que Ziggy est coupable. Il bénéficie de la présomption d'innocence, mais je dis aussi qu'il faut laisser le procureur faire son travail et je ne pense pas que le procureur soit stupide pour poursuivre Ziggy parce que Ziggy n'est pas le seul sur la toile. Mais pourquoi est-ce que c'est lui on prend? Ils ont pris Naranja aussi, la dame. Donc laissez le procureur faire son travail. Ne venez pas vous immiscer dans son travail parce que lui ne vient pas s'immiscer dans notre travail. Dans notre travail comme nous sommes en train de faire. Il n'est même pas sur le plateau ici. Il n'est pas sur le plateau. Le procureur fait son travail. Laissez-le faire son travail. Ne nous immisçons pas parce qu'il doit conduire une procédure. Mais il faut que ce travail soit fait selon les règles. La procédure pénale est là. La procédure pénale est suivie. Parce que le procureur, il est là pour tout le monde. Merci, messieurs. Merci. Merci infiniment pour... C'est pas nous qui allons apprendre les procédures pénales au procureur de la République. Il connaît le code pénal. Il connaît le code de procédure pénale. C'est pas nous qui allons lui apprendre ça sur ce plateau. D'accord. Merci infiniment, messieurs, pour ces échanges nourris et éclairants dans cette première partie. Nous allons maintenant changer de registre tout en restant dans l'actualité brûlante de notre région ouest-africaine. Cap sur notre voisin, le Ghana, où des tensions intercommunautaires fragilisent la stabilité de certaines régions. Ces troubles ont conduit des familles entières à chercher refuge et naturellement, la Côte d'Ivoire, fidèle à son histoire d'hospitalité, leur a ouvert ses portes. Sur ce sujet, on regarde ce reportage de David Soyo, puis on se retrouve juste après. Depuis plusieurs jours, la région du Boukani, au nord-est de la Côte d'Ivoire, accueille plusieurs réfugiés ghanéens. Estimés à plus de 10 000, majoritairement des femmes, des enfants et des vieillards, ils fuient un différend foncier qui a vite dégénéré en conflit communautaire entre Bréfort et Granja depuis le dimanche 24 août 2025. À l'origine des violences, la vente par un chef local d'un terrain à un promoteur privé sans le consentement de sa communauté. Bilan, plus de 30 morts et plusieurs blessés. Accueillis dans des conditions précaires dans des villages du département de Bouna, ils bénéficient du soutien des communautés locales. Installés dans des écoles, ces réfugiés, dont la plupart est issue de la communauté Bréfort, bénéficient de l'appui des autorités ivoiriennes. Abidjan et Accra affichent leur volonté de travailler en synergie pour ravitailler les réfugiés en vivres et non-vivres et enfin organiser le retour vers leur terre natale en toute sécurité. Retour sur le plateau du Club de la Presse, messieurs. On a des réfugiés ghanéens qui sont accueillis en Côte d'Ivoire. La nature du conflit a été évoquée dans ce reportage. Est-ce que ce sont les seules raisons pour lesquelles il y a eu éclatement au niveau de ces zones-là? Et puis, qu'est-ce qui a poussé ces personnes-là aujourd'hui à rentrer en conflit, comme on en a rarement vu dans cette partie du Ghana? Michel Béta. Oui, il faut le dire, c'est pas rare. Hein. C'est des conflits qui existaient depuis longtemps.
mais il se réglait au niveau communautaire aussi aisément, parce que là-bas, les rois, les chefs traditionnels sont assez forts pour pouvoir dissiper souvent les malentendus. Mais cette fois-ci, bon, jusqu'ici, les autorités ghanéennes même n'ont pas encore cerné ce qui a pu conduire à cette situation, au point qu'elle est dégénérée à ce niveau-là. Mais ma première crainte, c'est une zone vraiment là-bas, au nord, à l'est, vers le nord, qui est un terreau aussi des djihadistes, des terroristes. C'est pas loin du Burkina. Donc il faut craindre que ceux-là puissent profiter de ces conflits-là pour pouvoir aussi s'installer dans ces zones-là et envenimer la situation. Aujourd'hui, le Ghana et la Côte d'Ivoire, on peut le dire, c'est notre voisin. Lorsque nous avions des problèmes, il nous a accueillis. Aujourd'hui, il a des problèmes. Nous accueillons aussi ces populations. Mais il ne faut pas rester au stade d'accueillir les populations et laisser les conflits perdurer. Il faut tout faire pour que cette intégration, s'il doit y avoir intégration, qu'elle se fasse et puis ceux-là puissent retourner chez eux. Aujourd'hui, les autorités ivoiriennes font l'effort de leur apporter une certaine aide en vivre et en non-vivre, mais cela ne peut pas durer. Nous sommes à quelques mois d'une élection aussi où nous-mêmes, dans notre zone, nous sommes en train de redouter, on l'a vu récemment à Tehiri, où il y a eu une attaque de certaines personnes non identifiées. Donc il faut craindre que ces genres de situations-là ne puissent perdurer. Il faut très vite faire en sorte que ce camp de réfugiés-là disparaisse. Pas à Tehiri, à Difita. À Difita, pardon. C'est à Gagnoa. Difita. Le nom, c'est ça. Merci pour la chose. Donc, pour que ces situations ne puissent perdurer, parce qu'elles ne sont pas, elles sont faites pour nous, pour susciter encore la crainte au sein des populations dans cette zone-là. Donc, il faut très vite faire en sorte que ces camps de réfugiés-là puissent disparaître pour que la tranquillité, non seulement au Ghana, puisse revenir, mais aussi en Côte d'Ivoire. Bletton Mathieu, votre commentaire? Oui, d'abord, pour l'instant, ce n'est pas tellement un camp de réfugiés, parce qu'à Bouna, il y a un camp de réfugiés, des réfugiés qui sont venus du Burkina et qui sont à Timaya, c'est de la même Bouna-là. Ce sont des personnes qui sont arrivées et qu'on a préféré construire un camp de réfugiés pour les y accueillir, parce que la crise qui les a fait fuir le village est une crise qui perdure. Au Ghana, c'est juste des palabres dans un village. C'est vraiment... il n'y avait pas trop bonne entente jusqu'à ce qu'un investisseur vienne acheter un terrain. Donc, à partir du moment où l'argent rentre dans un village et que ça n'a pas été très bien partagé, donc ça a dégénéré, et ils se sont battus avec des machettes. Et comme c'est juste le fleuve qui nous sépare, c'est juste le fleuve. Il y a même, malheureusement, des gens qui venaient, leur pirogue a chaviré, ils sont morts ici, personne n'est décédé. Donc c'est juste le fleuve qui sépare, ils ont traversé donc le fleuve et ils sont entrés dans les villages voisins. Donc pour l'instant, tous les réfugiés dont on parle sont dans les villages au bord du fleuve. Bon, ils ont le soutien de la Côte d'Ivoire, du président du conseil régional, de la ministre de l'économie et du plan. En fait, un certain nombre de cadres là-bas déjà ont fait des dons pour essayer de leur permettre de vivre dans des conditions décentes. Et puis il y a tout le gouvernement. Mais la bonne nouvelle, c'est que le gouvernement ghanéen a pris le problème très au sérieux. La zone est beaucoup plus sécurisée. Ils ont fait envoyer des militaires, même instaurer un couvre-feu. Et le problème, en principe, devrait se régler dans les jours qui suivent. Donc ça, c'est le bon côté, mais on n'avait pas le choix, c'est le bon voisinage. Tu vois ton voisin, parce que je le dis, ce qui se passe, c'est juste le fleuve. C'est vraiment des gens qui se fréquentent régulièrement. On n'a même pas l'impression de passer d'un pays à un autre. C'est juste le fleuve qui les sépare. Et quand il y a un problème, on est obligé de les accueillir. Voilà. Saint-Claver Oula? Bon, il faut dire que ça, c'est un conflit entre choses au sein d'une communauté, comme il a dit tout à l'heure. C'est un chef communautaire qui a vendu un terrain à un investisseur sans le consentement des membres de sa communauté. Donc, du coup, il y a eu des frictions qui sont nées. Et puis, bon, il y a eu le pire. Bon, ce qu'il faut dire concernant cet aspect-là, c'est que c'est... au niveau de la région du Bonkani, où afflue cette population. D'autres parlent de 30 000 personnes, d'autres parlent de 50 000 personnes qui accourent vers nos régions. Cette partie de la Côte d'Ivoire, déjà, il y a eu quelques autorités que nous avons eues qui parlent déjà que de ce côté-ci, les populations sont déjà éprouvées sur le plan socio-économique. Donc il faut... parce que
les sites d'accueil aujourd'hui, c'est les écoles et les hôpitaux. Et vous savez, bientôt, c'est la rentrée. Donc, bon, c'est vrai qu'il y a un ministre, une autorité ghanéenne qui a déjà dit qu'elle a pris contact avec les autorités ivoiriennes et que dans les jours à venir, il y aura un site temporaire qui sera mis en place pour accueillir les populations. Donc, je pense que il faut vraiment que les autorités de part et d'autre, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire comme au Ghana, trouvent une solution définitive à ce problème-là. Parce que, vous voyez, le diable, il profite toujours. Aujourd'hui, les frontières sont devenues poreuses. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, ici, des dispositions sont prises pour parer à toute éventualité. On a vu au niveau de l'armée, au niveau de la police, les moyens qui sont déployés, mais il ne faut vraiment pas laisser ce genre de conflit ou ces genres de migrants affluer toujours dans nos frontières. Parce que arrivé à un moment donné, des personnes, on l'a connu au nord, profiter de ces failles-là. On l'a connu au nord de la Côte d'Ivoire. Il y a des communautés burkinabées qui sont déjà pris en charge de ce côté-ci. Bon, même si la cohabitation n'est pas bonne, c'est vrai que nos autorités en font déjà plus, mais il faut vraiment que nos autorités déploient les moyens, déploient les ressources pour maintenir véritablement le contact avec les autorités des pays frontaliers pour ne pas qu'on soit vraiment submergé au flux de personnes qui viennent déjà mettre, si vous voulez, en difficulté notre situation sécuritaire, notre stabilité. Lansine Bakayoko, votre avis sur cette situation qui fait affluer les réfugiés ici en Côte d'Ivoire? Oui, c'est vrai que la Côte d'Ivoire est dans ses habitudes. Quand la situation devient corrosive chez les voisins, la Côte d'Ivoire actionne la solidarité régionale. Eux poursuivent l'œuvre du président Houphouët-Boigny. Mais il faut qu'on fasse très rapidement pour résoudre ce problème, parce que déjà, le président du conseil régional, Philippe Yen, a déjà déclaré que la situation était devenue presque intenable au regard du flux de personnes qui ont déployé. Mais je crois que c'est une situation qui devrait se résoudre assez rapidement, Blesson l'a dit, parce que d'autant que les autorités ghanéennes ont pris vraiment les choses en main. Et comme c'est un conflit territorial, je crois que ça pourra être réglé et les gens vont pouvoir retourner chez eux. Si on y prend garde, il va se poser un problème agraire. C'est-à-dire que ceux-là, la Côte d'Ivoire ne va pas rester là éternellement à les nourrir matin, midi et soir. À un moment donné, ils vont vouloir faire du verger. Il va se poser un problème de terre. Bien noté. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de ce numéro du Club de la Presse. Un grand merci à nos invités du jour, Lansine Bakayoko, Bledson Mathieu, Saint-Claver-Oula et Michel Betta pour leurs analyses précieuses. Merci à vous qui nous suivez chaque semaine avec fidélité. Vos réactions sont les bienvenues sur nos pages officielles RTI Info sur Facebook et notre chaîne YouTube du même nom. N'oubliez surtout pas de regarder cette émission sur RTI Play. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission dominicale.